Yes, merci à vous d'être là à ce topo. Sur la jeunesse scolarisée et notre rôle dans la situation. On voit et on a vu cette année encore une fois que la jeunesse scolarisée ou non, elle se mobilise de manière importante en France et partout dans le monde, et que notre organisation révolutionnaire elle est composée de beaucoup de jeunes, comme en témoigne d'ailleurs ce web. Aujourd'hui, l'objectif de cet atelier, c'est de poser des questions qui sont simples mais essentielles pour nous, la jeunesse communiste et révolutionnaire, et qui de fait fait débat. C'est pourquoi et comment est-ce qu'on intervient dans la jeunesse, et au fond quel est le rôle de la jeunesse dans le processus révolutionnaire. Un truc essentiel à avoir en tête pendant l'atelier, c'est que les étudiants, bien sûr, ils ne peuvent pas d'eux-mêmes renverser le capitalisme sans la classe ouvrière, parce que leur force sociale elle est totalement insuffisante pour ça. Cela dit, il est clair que c'est une couche spécifique qui joue un rôle particulier dans les classes, un rôle qu'on pourrait appeler d'avant-garde tactique. Qu'est-ce que ça veut dire du coup l'avant-garde tactique? Pourquoi on ne parle pas juste de l'avant-garde, qui est en gros le noyau, la couche la plus avancée dans son niveau de conscience, c'est par exemple les militants révolutionnaires? Quelles conclusions politiques tirer du rôle spécifique de la jeunesse, notamment d'un point de vue organisationnel? Et donc là, on est, comme on le sait tous, dans un processus de fusion de plusieurs traditions de notre organisation qui mélange à la fois une intervention politique et une intervention syndicale. On a d'ailleurs aussi mis par écrit lors du dernier congrès de la CNJ. Donc l'idée, c'est aussi d'exposer un peu ces différentes manières d'intervenir dans la jeunesse qui sont complémentaires. Dans un premier temps, on va voir un peu une sorte de caractérisation un peu de la jeunesse scolarisée ou non. Il y a un truc que le secrétariat unifié de la 4e internationale a beaucoup théorisé, qu'ils appelaient l'oppression spécifique de la jeunesse. Nous, on a en fait pas mal actualisé ça parce qu'on a pas mal de nuances là-dessus, notamment autour du congrès jeune. On a pu un peu faire ce travail d'actualisation. Donc, on pose quelques points. Dans un premier temps, sur ce que ça pourrait être, en gros, les attaques que la jeunesse, en tant que couche sociale, elle connaît spécifiquement. Donc déjà, il y a un traitement différencié à l'âge au travail. L'âge devient un prétexte pour imposer à la jeunesse salariée les emplois les plus précaires. Si tu regardes là où il y a les pires salaires, les contrats les plus précaires, et encore quand on a des contrats, pires conditions de travail, y compris là où il y a le plus d'accidents du travail, même qui sont mortels, c'est chez les jeunes. L'âge, c'est aussi un prétexte pour imposer les tafs de culture et les moins bien payés. Par exemple, en France, un apprenti de 16 ans, il touche seulement 25% du SMIC. Et bien sûr, la jeunesse, elle connaît aussi, elle est davantage exposée au chômage. La deuxième chose, c'est la précarité, C'est une couche sociale qui est très précarisée. Pour donner un exemple de chiffre de pauvreté chez les jeunes en France, on estime à 100 000 le nombre d'étudiants vivant sous le seuil de pauvreté et à 30 000 le nombre d'étudiants obligés de se prostituer pour financer leurs études. L'année dernière, c'était un étudiant sur deux, par ailleurs, qui était obligé de travailler à côté de ses études pour pouvoir vivre, manger, se loger, etc. Autre chose, c'est la répression. Il y a une politique de maintien de l'ordre spécifiquement menée vis-à-vis de la jeunesse. La jeunesse est la cible d'attaque pour restreindre ses libertés et pour l'encadrer davantage. On le voit avec, par exemple, le SNU, le port de l'uniforme, etc. Il y a aussi une politique répressive réfléchie spécifiquement pour les jeunes. Notamment, on le voit, la violence des flics contre les jeunes, des villes ouvrières, etc. Autre chose, c'est que la jeunesse, elle est aussi plus encadrée par la famille, qui a un outil de reproduction sociale, où s'exprime parfois de manière encore plus importante les valeurs patriarcales, normatives, LGBT-phobes, et en fait, plus on dépend de la famille, moins on est pleinement libre de choisir son avenir, qu'il s'agisse d'études, de sexualité, de travail et tout. Donc, travail, répression, pauvreté, famille, ces 4 points-là font que, en gros, la jeunesse, elle connaît, elle est la cible d'attaque spécifique. Mais les attaques spécifiques à la jeunesse, c'est pas du tout les seuls facteurs qui donnent à la jeunesse ce rôle spécifique dans la lutte des classes. Et en vérité, c'est pas tant pour ces raisons-là qu'on intervient dans la jeunesse, mais c'est plus par le rôle d'avant-garde qu'elle a. Je reviendrai plus tard sur ça. Avant de parler de ça, moi, je trouvais que c'était intéressant de voir ce qu'on peut dire sur la nature sociale de l'étudiant. Ce qu'on peut dire sur ça, plusieurs choses. Déjà, la jeunesse, elle partage objectivement des intérêts matériels en commun avec le monde du travail et avec la classe ouvrière. Et c'est pour ça que dans les mouvements sociaux, la jeunesse, elle joue un rôle très souvent important et se range souvent du côté des travailleurs. Il y a l'exemple par exemple de 1968, mais aussi la loi de Bruyne en 1973, en 1986 le mouvement de Baquet, 2006 le mouvement CPE, il y a tout un tas d'exemples. Dans ces 3 dernières mobilisations, c'est des coordinations nationales étudiantes et nationales
en fait à prendre la direction du mouvement à l'échelle nationale et qui réussissent à faire grossir le mouvement grâce à une politique offensive, quoi. Deuxième chose, c'est qu'un étudiant, c'est un travailleur en formation. Une partie importante du monde du travail sont passés par la fac, et nous, dans notre génération, la jeunesse scolarisée, en fait, elle connaît un déclassement, c'est-à-dire les politiques patronales, elles veulent tellement adapter l'éducation aux besoins du marché, avec par exemple l'augmentation de la sélection, suppression de filières non rentables, augmentation des frais d'inscription, etc., tous ces trucs-là qu'on connaît, en fait, ça plus une politique dans le monde du travail de fermeture de postes, de plus d'austérité, etc., tout ça génère en fait une tendance au déclassement pour la jeunesse scolarisée. Ernest Mandel, qui a pas mal travaillé sur cette question-là, notamment en tirant un peu des bilans de mai 68, il pose, lui, le problème de la nature sociale de l'étudiant. Je vais exposer un peu son raisonnement, et l'idée de tout ça, c'est surtout de le soumettre en fait, au débat et à la discussion, parce qu'il compris il y a plusieurs choses à actualiser un peu de tout ça. Du coup, il explique que le statut étudiant, en fait, il est éminemment transitoire, parce qu'en gros, tu restes que quelques années, quoi. À partir de ça, il pose la question de dire est-ce qu'on peut vraiment définir la nature sociale de l'étudiant à partir de son origine sociale, ou plutôt le faire à partir de son avenir social, vous voyez ce que je veux dire? Son origine sociale plus tard. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'il est déjà plus dans la classe de son origine sociale, mais c'est pas encore non plus un futur travailleur ou un futur patron. Donc c'est là, au fond, que réside la difficulté un peu de définir la nature sociale de l'étudiant, et c'est pour ça que c'est surtout lui donner un peu un statut transitoire. En tout cas, Mandel il propose ça. Nous, c'est à soumettre à la discussion. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant cette idée de stade transitoire entre la vie familiale et le début de l'entrée dans le monde du travail et tout. Ok, mais bien sûr, il y a quand même un peu de différence. C'est pas pareil quand tu es étudiant que quand tu es un ouvrier, c'est ce que je veux dire. Donc maintenant, d'un autre côté, à partir de ça, Mandel il explique que l'activité d'un étudiant, en fait, c'est une activité qui est hybride. Tu n'es pas producteur parce que la production de la qualification du travail, ça c'est l'enseignant qui l'a et pas toi en tant qu'étudiant, mais en même temps tu n'es pas juste un consommateur passif d'études et de connaissances, vous voyez ce que je veux dire, parce que être étudiant ça implique d'avoir une activité propre. Donc en fait, Mandel dit c'est un apprenti travailleur intellectuel. Voilà, moi je trouvais ça intéressant de parler un peu sur ça. Ce qui est sûr sur la nature sociale de l'étudiant, c'est que la jeunesse est une classe sociale en soi, bien sûr, mais c'est une couche sociale spécifique qui est très hétérogène. Elle regroupe aussi bien dans les facs les futurs prolétaires que les futurs bourgeois, et aussi bien des étudiants en prépa que des jeunes travailleurs précaires, par exemple, pour parler de toute la jeunesse globalement. Pour donner quelques chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur en France, parmi les jeunes de 20 à 24 ans, il y a 52% des enfants d'ouvriers ou d'employés qui font ou qui ont fait des études. Pour les enfants de 4, c'est 77%. Aujourd'hui, d'après une étude de l'ESR, c'est plus de 27% des étudiants qui sont enfants d'ouvriers et d'employés. 14% sont issus de professions intermédiaires, donc à certains éléments pour considérer de la classe ouvrière. Donc on voit qu'il y a une proposition, ces chiffres-là, c'est juste pour illustrer à quel point il y a une proposition très hétérogène en fait, qui compose les étudiants et les étudiantes. On voit qu'il y a une partie quand même qui est assez populaire. Pour donner un comparatif, en 68, là où les étudiants ils ont joué un rôle clé, le nombre d'étudiants issus de la classe ouvrière c'était plutôt autour de 6-7%. Donc vous voyez un peu le truc. Donc on voit comment la fac c'est un endroit de mixité sociale, pas que petite bourgeoise, même si ça reste majoritaire, quoi. En quoi est-ce que ça c'est important de le dire? En fait, dans le passé, quand l'accès à la fac c'était juste l'élite, quoi, et que la fac était fermée, c'était que des petits bourgeois. Par exemple, de 1848 à 1948, les étudiants en Europe, au Japon et en partie aux États-Unis, ils ont été une force qui a évolué en fait vers la droite et qui était de plus en plus anti-ouvrière, anti-socialiste, et où ils sont souvent intervenus en fait comme briseurs de grève. Et depuis les années 80, la situation en fait elle s'est radicalement renversée et les étudiants ils interviennent presque partout comme organisateurs plutôt de grève et députés de grève. Ou presque jamais comme briseurs de grève. Et donc, tu as une vague importante d'étudiants qui se radicalisent de plus en plus, qui ont une révolte qui est de plus en plus consciente aussi, et qui se retrouvent donc entraînés vers leur classe future. En fait, le mouvement étudiant, il a de plus en plus été du côté en fait, de la classe ouvrière, et c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, même si bien sûr, tu as toujours une partie qui est condamnée à rester de l'autre côté de la barricade, la droite posée, évidemment. À partir de cette caractérisation de la jeunesse dans son ensemble, on va voir pourquoi est-ce qu'on y intervient spécifiquement, qu'est-ce que c'est justement cette idée un peu d'avant-garde tactique. Les étudiants, ils ne peuvent pas d'eux-mêmes, on l'a dit, renverser le capitalisme sans la classe ouvrière parce que leur force sociale est tout à fait insuffisante pour ça, et ça c'est quelque chose d'essentiel à garder en tête.
Cela dit, c'est clair que cette couche spécifique, elle tient un rôle qui est particulier dans la vie des classes. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans ces dernières années dans différents pays du monde. Partout, la jeunesse est un des secteurs les plus combatifs. En France, ces dernières années, on a eu des mouvements très importants, même depuis 2016. Je ne vais pas faire toute la liste, mais même très récemment, le rôle de la jeunesse dans la lutte en soutien à la Palestine et tout. À chaque fois, la jeunesse a joué un rôle d'entraînement, mais cette situation, d'ailleurs, elle n'est pas spécifique à ces dernières années. Hein. En Russie, en 17, la moyenne d'âge d'un parti bolchevique avait été très basse, et en 68, même si ce qui a fait en fait l'ampleur de ce mouvement, c'est bien sûr la grève générale des travailleurs, la jeunesse elle a tout de même tenu un rôle qui est déterminant, un rôle d'étincelle. Donc maintenant la question c'est pourquoi elle a ce rôle-là. Déjà, premièrement, on constate que dans l'histoire, la jeunesse, y compris scolarisée, elle a tendance à se politiser beaucoup plus vite et sur des sujets qui sont directement très politiques, pour le dire comme ça, même si tout est politique, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est le cas par exemple sur la question des oppressions spécifiques, mais aussi sur la question des guerres, des solidarités internationales, etc. Pour prendre l'exemple sur l'histoire du mouvement ouvrier européen, en commençant par des mouvements sur des problématiques de leurs universités, des problématiques étudiantes, en fait, ils ont très vite été débordés. En gros ces questions-là en posant tout un tas de séries de problèmes sociaux et politiques généraux. Ils ont engagé des actions de solidarité avec les luttes révolutionnaires d'émancipation des peuples des pays sous-développés, des pays Cuba, du Vietnam, avec d'autres pays opprimés de ce qu'on appelait le tiers-monde. Pour prendre deux exemples, en France, il y a eu une identification des couches les plus conscientes du mouvement étudiant français avec la révolution algérienne et la lutte d'émancipation des Algériens contre l'impérialisme français. En fait, ça a joué un très grand rôle dans la radicalisation de la jeunesse française, y compris parce que ce sont les mêmes étudiants qui après jouent un rôle d'avant-garde dans la lutte pour la défense de la révolution vietnamienne contre la guerre de l'impérialisme américain. Un autre exemple, c'est que le mouvement étudiant en France, en Allemagne et en Italie ont commencé une action révolutionnaire en solidarité avec les peuples du tiers-monde. Et ça, c'est pas possible sans avoir une analyse théorique en fait, de la nature de l'impérialisme, du colonialisme, des forces responsables, etc. Et donc sans une analyse d'une part de l'exploitation du tiers-monde par l'impérialisme et d'autre part du mouvement de libération des masses révolutionnaires de ces pays-là contre l'impérialisme. Donc en gros, à partir de l'analyse du colonialisme et de l'impérialisme, en fait, les forces les plus conscientes et organisées du mouvement étudiant européen ont été amenées en fait, au point de départ du marxisme. Donc en fait, la jeunesse se politise, tout ça pour illustrer à quel point la jeunesse elle se politise à un rythme qui est très important, y compris elle a ses propres rythmes en fait, et sur des questions souvent directement très politiques, ce qui entraîne une plus vite acquisition de la conscience révolutionnaire. En tout cas, ça pose un peu les terreaux pour ça. Pourquoi cette vivacité dans la politisation ? Parce que la jeunesse, elle a déjà dans un premier temps pas connu les défaites du passé qui pèsent en fait sur la classe ouvrière. Donc perdre une grève, voir ses acquis reculer, voir son niveau de vie baisser, tout ça c'est un truc qui pèse sur la conscience des travailleurs. Et après une défaite, d'ailleurs t'en as plein qui pensent que la lutte c'est pas efficace et tout, mais la jeunesse, elle a pas fait encore forcément l'expérience de ça, genre en mode t'es tout frais dans le truc, vous voyez. Et donc, t'es un peu plus à même aussi de te mobiliser, un peu plus déter et motivé. Vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas connu encore ces défaites-là du passé qui pèsent sur nous. Autre chose qui est significative, c'est que tu ne connais pas encore l'aliénation salariale, tu n'as pas un patron sur ta tête encore pendant 20 ans, ton dos n'est pas cassé par le travail, donc de fait tu as l'esprit qui est plus disponible pour comprendre aussi les enjeux de cette société, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce qu'on dit sur l'aliénation du travail. Ensuite la jeunesse elle subit moins de contraintes que l'ensemble des salariés, elle est plus disponible à se mobiliser beaucoup plus fréquemment. Par exemple faire grève pour un étudiant, ça ne représente pas les mêmes enjeux que pour des travailleurs ça peut perdre un salaire, quoi. Et donc toutes ces situations qui sont très matérielles expliquent aussi que c'est un foyer qui va plus facilement se radicaliser et rejoindre le rang des militants révolutionnaires. Et tout ça fait que la jeunesse c'est une couche qui se politise très facilement, rapidement, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les mouvements, par exemple le mouvement de la réforme des retraites, en fait il n'y a que chez les jeunes qu'on a vu des coordinations nationales, ce qu'on a vu avec les coordinations nationales étudiantes, c'est là où il y a eu aussi le plus d'assemblées générales comparé au monde du travail, et c'est pas pour rien que les jeunes aussi, ils y ont écouté les discours qui sont les plus radicaux, etc. C'est un peu le même cas aussi dans la Palestine, dans le mouvement de soutien au peuple palestinien, où on a vu que les comités de soutien à la Palestine, on les voyait beaucoup aussi dans les facs, quoi. Et puis après, il y a un autre élément, on y reviendra plus
plus tard, mais les étudiants, ils ont cette capacité de contribuer aussi de façon importante à l'accélération de la formation de cadres révolutionnaires au sein de la classe ouvrière, au sein du parti révolutionnaire. Ils peuvent accélérer la formation du coup d'une organisation révolutionnaire, comme ont fait les étudiants et les intellectuels de Russie à l'époque de Lénine. Les étudiants, ils peuvent aussi aider en fait la classe ouvrière à échapper à une vision étroite et au corporatisme qui vient de la fragmentation en fait, du travail qui est provoquée par la bourgeoisie pour diviser notre classe. Ça, c'est un truc qui a le corporatisme et la fragmentation, c'est un truc qui a moins de poids dans la jeunesse qu'auprès des travailleurs et des travailleuses. Et puis un autre facteur, bien sûr, c'est que même si les enseignements qu'on reçoit à la fac ne permettent pas notre émancipation et de faire un bond dans la conscience en soi, parce que parfois c'est du contenu, je ne sais pas si on peut dire aliénant, mais tellement la formation en fait, à la fac, elle est faite pour répondre aux besoins du patronat. Mais parce que aussi, en fait, ça ne te fait pas faire de bons politiques quand la théorie elle n'est pas liée à la pratique, quoi. Malgré tout ça, les étudiants, c'est quand même des gens qui ont un peu le temps de lire et souvent ils sont même amenés à lire pendant leurs études. Donc ça, bien sûr, c'est un truc qui aide à réfléchir à la société qui nous entoure, contrairement aux ouvriers qui sont aliénés par le travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de ces facteurs qui donnent à la jeunesse une plus grande spontanéité pour la lutte et qui lui font jouer ce rôle spécifique dans la lutte des classes. Et il y a un truc que Mandel y résumait un peu en 2 points, où je trouve qu'il y a des trucs qui sont intéressants, c'est, il appelle ça le rôle de la plaque sensible. En fait, ça veut dire que la jeunesse, elle est très sensible à ce qui se passe autour d'elle, et qu'à un moment où il n'y a pas encore de mobilisation, elle peut avoir le rôle de lancer le mouvement, ou alors de jouer ce rôle d'étincelle. On a vu avec les mouvements de solidarité internationale que j'ai cités plus haut, mais des mouvements aussi comme Youth for Climate, Black Lives Matter et tout, les mouvements féministes contre les violences policières et tout. En gros, ça veut dire que les contradictions et les crises d'une société, elles se révèlent de manière exacerbée dans la jeunesse. C'est ça l'idée de plaque sensible. Et après, l'autre idée, donc, le rôle d'avant-garde active, c'est l'idée de dire la jeunesse, elle peut jouer dans les luttes le rôle d'étincelle et d'entraînement de l'ensemble de la classe ouvrière. Comme en 68 où les travailleurs se sont greffés au mouvement en voyant le nombre d'étudiants dans la rue qui augmentait de plusieurs milliers chaque jour. Et c'est parce qu'elle peut jouer ce rôle, qui a une importance toute particulière d'ailleurs à intervenir dans la jeunesse et à chercher à l'organiser spécifiquement et à la convaincre de la révolution. Et autre chose, c'est le rôle de détonateur. Pour prendre l'exemple de 68, d'ailleurs que Pomme développera tout à l'heure, la révolte étudiante à Paris en mai 68, elle avait comme objectif immédiat la libération de quelques étudiants arrêtés par la police, c'était la base du truc. Personne ne peut croire que 10 millions de travailleurs ils se soient mis en grève, ils aient occupé leur usine, ils aient créé une situation pré-révolutionnaire en France en affrontant un gouvernement aussi stable que celui de Gaulle simplement parce qu'ils ont été en gros manipulés par les petits bourgeois. Mais alors pourquoi, à certains moments, le mouvement étudiant peut-il jouer un rôle de révélateur des malaises, des contradictions dans la société et de détonateur aussi des mouvements? En fait, il y a 2 choses. Déjà, c'est avant tout parce qu'il est un mouvement de masse, d'une telle ampleur que son action elle a nécessairement un impact sur l'ensemble de la société. Et c'est justement le résultat de l'explosion universitaire, puisque maintenant il y a beaucoup de gens qui peuvent aller à la fac, bien plus que il y a des dizaines d'années. Et en gros, si tu as quelques milliers d'étudiants qui manifestent, ils peuvent passer inaperçus, alors que quand on a 30 000 qui construisent des barricades dans le centre de Paris, en gros, tu mets en place un moyen de pression qui est important, quoi. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, la jeunesse, y compris étudiante, elle se politise rapidement et sur des questions très politiques. Ça fait que le mouvement étudiant, quand il se met en mouvement, il a la capacité aussi de politiser beaucoup, d'avoir des revendications qui s'élargissent avec une vision d'ensemble et de déborder aussi les organisations du mouvement traditionnel. Et donc justement sur cette dernière question, il y a un truc aussi qui est important, c'est que en fait le mouvement étudiant, c'est un mouvement qui est souvent, en tout cas plus spontané, quoi. Non encadré, même s'il y a des tentatives, mais de fait, il n'y a pas une implantation qui est énorme. En gros, tu n'as pas un téléguidage, un contrôle énorme par les organisations politiques traditionnelles, dont les organisations bureaucratiques et réformistes, parce qu'en fait, elles sont plus faibles dans la jeunesse, elles ont moins de légitimité, donc elles organisent moins la jeunesse à cause de leur politique d'ailleurs qui n'est pas à la hauteur. Donc ça, ça veut dire qu'elles ont aussi moins de prise et d'incidence sur le mouvement étudiant. Et donc avant de passer la parole à Pomme, justement, en fait, on va voir aussi pourquoi est-ce que dans notre organisation, on se pose le problème à la fois d'intervenir politiquement et aussi syndicalement. En fait, cette question-là vient de la question un peu de comment tu modifies aussi le niveau de conscience.
Lénine et d'autres, ils ont expliqué qu'il y a des moments dans le cours de l'histoire où la transformation de la conscience s'accélère et où justement on peut transformer notre conscience, pas juste en lisant et en discutant sur des questions qui sont directement politiques. Et ça, en fait, on en a tous fait l'expérience. Quand est-ce que les jeunes et les travailleurs ont le plus transformé leur niveau de conscience? C'est quand ils se sont mis à lutter, à agir, à faire grève, à s'affronter directement au pouvoir, quoi. Il y a des moments, je sais pas, tu diffes des tracts à la gare le matin, ton tract il est partiellement pris par des étudiants, tu vois, qui s'en foutent un peu, ils vont en cours, et puis en fait il y a des moments où, notamment dans les mouvements, il y a des gens qui avancent en bataille à race, qui là maintenant viennent dans l'Assemblée Générale, organisent la grève et tout. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens ici d'ailleurs qui ont franchi le pas de discuter avec les révolutionnaires ou nos camarades qui sont présents de délégations des autres pays, d'intégrer même d'ailleurs ces organisations-là, qui ont fait ce pas suite à une expérience concrète de lutte, quoi, de grève, de mobilisation, d'agir. Donc le niveau de conscience se forge grâce à l'expérience de la lutte aussi, et c'est ça qui permet de comprendre réellement qu'il n'y a pas de raccourci, notamment institutionnel par exemple. Et donc c'est pour ça qu'on se pose le problème dans notre parti de aussi avoir une intervention syndicale, déjà parce que le syndicalisme, en fait, c'est l'activité qui consiste à la défense des intérêts matériels et moraux les plus immédiats, les plus basiques, parce qu'on constate que c'est un des éléments qui met en mouvement notre milieu sur des questions qui les préoccupent, eux, très directement, et nous, on doit y répondre politiquement sur la base de nos idées, mais on a aussi envie de les faire se bouger, quoi, y compris hors période de mouvement social, et donc c'est à ça aussi que répond le syndicalisme. Aussi, c'est s'habituer à se confronter à une pratique de front unique, quoi. Le front unique, c'est ce qui nous forge et nous forme à nous confronter à d'autres courants politiques et à s'adresser aux gens qui sont influencés par ces autres courants politiques et donc à une échelle plus large, quoi. Et enfin, c'est aussi une école de formation parce que, en gros, le syndicalisme à la fac, ça te forme aussi pour le syndicalisme quand tu seras implanté dans le monde du travail, dans les entreprises. Et donc, c'est un acquis d'expérience qui est très important et qui débuté voilà, je passe la parole. Merci. Alors, Coppelia a un peu parlé justement de ce rôle de détonateur, d'étincelle que peut jouer la jeunesse scolarisée dans des mouvements. Moi, dans un second temps, je voulais un peu revenir aussi sur les limites et les risques des mobilisations où elle reste le principal fer de lance et les bilans on peut en tirer, les questions que ça nous pose à nous en tant que révolutionnaires dans notre intervention et qui sont pas forcément toutes complètement réglées non plus entre nous, mais justement qui sont intéressantes à discuter. Je vais appuyer pour ça sur deux exemples. Le premier, ce sera mai 68, Coppelia l'a déjà un petit peu brièvement évoqué. Et ensuite, on parlera aussi de la révolte qui a éclaté cet été au Bangladesh. Ce qui est de mai 68, c'est un moment, donc, Coppelia l'a dit, où cette jeunesse, elle joue un rôle qu'elle a effectivement pas tellement joué depuis au moins à l'échelle de la France. Si vous voulez en lire plus, je vous invite à aller lire, il y a un exposé du cercle Léon-Trotsky du 14 avril 2018 sur mai 68, qui est très long et très intéressant, très complet, qui est dispo gratuitement en ligne. Mais je vais quand même essayer d'exposer ici quelques faits. Donc, on parle quand même au plus fort du mouvement, en mai 68, de 10 millions de grévistes. C'est quand même du jamais vu depuis en France. Ça amène fin mai 68 les dirigeants syndicaux à signer avec le gouvernement et les organisations patronales les accords de Grenelle, qui concrètement aboutissent à une augmentation de 35% du salaire minimum et de 10% en moyenne des autres salaires. Ça amène aussi De Gaulle à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est évidemment assez impressionnant comme succès, mais c'est quand même aussi un beau prétexte pour les bureaucrates syndicaux d'inciter à la reprise du boulot, en mode « vous inquiétez pas, c'est déjà pas mal ce qu'on vient d'avoir, et en plus on pourra bientôt faire élire la gauche, c'est génial ». Et ce, quand même, alors que l'aile marchande du mouvement, c'est-à-dire les 5 millions de 16-21 ans, ils n'ont même pas le droit de vote à cette époque. Alors bien sûr, mai 68, c'est pas que ça non plus, c'est aussi un moment intense de politisation, de discussion, ça vient ouvrir des consciences sur pas mal de sujets et quelque part fissurer en partie le carcan de l'ordre moral. On pourrait même dire que c'est précurseur des années qui suivent avec l'émergence d'un certain nombre
d'autres mobilisations, que ce soit le mouvement de libération des femmes, puis le mouvement pour la liberté d'avortement et de contraception, l'émergence de mouvements gays, de mouvements trans, etc. Mais là aussi, ces évolutions, on va dire, d'ordre sociétal sont en transformation des rapports d'exploitation et donc de renversement du capitalisme. Malheureusement, elles sont condamnées à rester inachevées et on peut voir aujourd'hui qu'elles peuvent facilement être à nouveau remises en cause. En fait, tout le long du mouvement de mai 68, même si on a quand même eu une grève générale, les mobilisations de travailleurs, elles sont restées quand même en majorité vachement verrouillées par les appareils syndicaux, vachement cloisonnés, chacune sur son lieu de travail, et donc plutôt empêchées de discuter, de s'organiser par elles-mêmes, de se coordonner, de prendre la tête de la mobilisation, de déborder, et d'avoir le niveau de combativité, de radicalité d'une fraction de la jeunesse dont les bureaucrates les tenaient le plus possible à l'écart. Et donc de l'autre côté, le manque de combativité des organisations ouvrières traditionnelles, ça a fait se tourner un grand nombre de jeunes travailleurs vers les jeunes scolarisés plutôt que l'inverse, allant grossir les AG et manifs de lycéens et d'étudiants plutôt que de militer, par exemple, vers le reste de leurs collègues. Autrement dit, plutôt qu'avoir une mobilisation de travailleurs assez forte pour mettre à la remorque celle de la jeunesse, c'est celle des lycéens et des étudiants qui restait le centre de gravité. C'est ce qui, je pense, et on peut y revenir encore une fois dans le débat si vous voulez, nous empêche de caractériser mai 68 par exemple comme une situation révolutionnaire. Or, et vu le nombre de ceux qui regardaient sincèrement en direction des idées révolutionnaires à ce moment-là, on peut dire que c'est aussi une belle occasion manquée. Parce que le problème, c'est que les jeunes bourgeois et les petits bourgeois, si c'est souvent les premiers à se jeter dans la lutte, c'est aussi les premiers à être découragés. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marx, et ça a plus d'un siècle avant mai 68. Mais il a quand même pas tout à fait tort, Marx, parce que l'après mai 68, c'est quand même un certain reflux qui va finir par la démoralisation de toute une partie des jeunes qui se sont politisés à ce moment-là sans vraiment plus de perspective. Il y a un très grand nombre de militants maoïstes, trotskistes à l'époque, jeunes lycéens ou étudiants issus de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, qui vont retourner leur veste, par exemple, et qui sont pour un certain nombre devenus aujourd'hui des politiciens professionnels, des dirigeants d'institutions, des intellectuels démoralisés, et plus ou moins, voire carrément conservateurs ou orduriers, et pour la blague, on peut en citer quelques-uns dans les noms dont vous parlez à la plupart d'entre vous, je pense, Bernard Kouchner, Daniel Cohn-Bendit, Rachid Colcourt, bon, la liste est assez longue en réalité. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a manqué? Une première chose, si on part simplement de l'état des forces de l'extrême gauche à ce moment-là, c'est-à-dire essentiellement présentes dans la jeunesse scolarisée justement, ce serait déjà de dire que l'ensemble de ces forces-là aurait vendu, qu'elles soient trotskistes, anarchistes ou maoïstes, se doter de cadres communs plutôt que de batailler chacun dans son coin pour la direction du mouvement. Même si malheureusement, c'est pas tellement dans ce sens-là que la plupart des dirigeants des différents groupes tenaient à aller, c'est ce qui aurait peut-être pu permettre de réunir tout ou partie de ceux qui s'intéressaient à leurs idées dans un ensemble au sein duquel chacun aurait pu juger démocratiquement des orientations de ses différentes composantes. Autrement dit, ça aurait permis de s'adresser à tous pour pas seulement se constituer son petit milieu dans son coin, mais bien reconnaître dans tous ces jeunes la potentielle base d'un véritable parti de la révolution prolétarienne. Cette multiplication réciproque des forces de l'extrême gauche, grâce à son regroupement, c'est ce qui aurait pu aussi éventuellement donner plus de poids aux militants de l'extrême gauche qui voulaient orienter la jeunesse vers le monde du travail, se constituer en véritable direction du mouvement de la jeunesse. Peut-être que ça aurait évité par exemple que certains jeunes gauchistes ne cherchent à substituer aux travailleurs par des actions directes ou des sabotages comme ça existait pas mal aussi à ce moment-là. Peut-être que ça aurait permis de peser pas seulement sur une fraction de ces jeunesses révoltées, mais bien plus massivement, afin qu'elle ait le plus largement possible dans le viseur le renversement du capitalisme, des rapports d'exploitation, et pourquoi pas qu'elle se tourne en encore plus grand nombre en direction du monde du travail, pourquoi pas qu'elle ait les moyens d'y intervenir, etc. Ça, c'est une première façon qu'on pourrait avoir de tirer des leçons de mai 68, prendre la direction des mobilisations de jeunesse lorsqu'elles sont massives pour leur donner des perspectives de classe. Maintenant, un autre angle sur lequel on peut envisager ce qui a manqué à mai 68, c'est pas seulement de faire état des forces de l'extrême gauche sur le moment,
et de dire ce qu'elle n'a pas réussi à faire en partant de ces forces-là à ce moment-là, et bien justement de rappeler ce qu'elle n'était pas et ce qu'elle ne possédait pas déjà même avant que le mouvement éclate. Et ce qu'elle ne possédait pas, c'est un outil que j'ai un peu spoilé, puisque je parlais de sa base militante qu'elle a pu se constituer grâce à la mobilisation. Cet outil, c'est un parti révolutionnaire. C'est-à-dire un parti suffisamment implanté dans les lieux de travail, présent dans chaque entreprise, chaque atelier, chaque bureau, qui soit partout en capacité de contester les bureaucraties syndicales et la gauche traditionnelle, de discuter partout aux appareils de la direction du mouvement. Et quand les appareils appellent à la reprise du boulot, dire non, on continue et on s'organise, on décide entre nous de la suite du mouvement. Et quand les appareils disent les ouvriers dans les usines, les étudiants à la fac, dire non, on y va tous ensemble. D'ailleurs, on devrait prendre exemple dans leur radicalité, dans leur combativité, et montrer aux plus jeunes d'entre nous qu'il se passe des trucs ici aussi, et que nous aussi on a envie de changer le monde, et qu'on pense même que ça va passer d'abord par nous. Autrement dit, l'absence de parti révolutionnaire, véritablement implanté dans la classe ouvrière, en mesure de l'influencer, c'est aussi ça qui empêche qu'elle puisse exercer un véritable pouvoir d'attraction sur toutes les catégories opprimées de la population, les jeunes compris. C'est ce qui empêche que ceux qui sont révoltés par ce monde voient dans la classe ouvrière un débouché à cette révolte, qu'ils la reconnaissent comme la seule classe en mesure de s'opposer frontalement à l'exploitation et donc au capitalisme, et donc la seule classe à pouvoir régler leurs propres problématiques par sa prise de pouvoir. Le risque pour la jeunesse, sans perspective de classe, incarnée par une classe ouvrière véritablement organisée, déterminée, consciente d'elle-même, c'est que sa révolte reste confuse et se tourne dans la mauvaise direction. Ce réservoir d'énergie et d'enthousiasme pour des idées perçues comme subversives, anti-système, il faut bien voir que ça a pu l'être pas seulement pour l'extrême gauche, mais aussi pour l'extrême droite. Et la propagande fasciste en a eu en tout temps bien conscience et a su prendre appui sur cette même jeunesse, son désœuvrement, ses idéaux ou encore son goût pour les modes d'action spectaculaires. Donc vous voyez, poser ces différences d'analyse, ça amène déjà quelques questions de priorité de mode d'intervention dans la jeunesse et des buts qu'on s'y fixe selon les moyens dont on dispose en tant qu'organisation, selon l'état d'avancement de la construction du Parti ouvrier révolutionnaire. C'est ça aussi le premier but qu'on poursuit. Mais encore une fois, c'est des questions qui sont ouvertes à notre échelle et qu'on peut tenter de discuter après. Je vais maintenant revenir sur la révolte de cet été au Bangladesh, parce que là aussi, c'est un exemple assez parlant. Là aussi, on a écrit un certain nombre d'articles qui sont disponibles sur notre site, mais je vais essayer de retracer rapidement la chronologie. Le 1er juillet dernier, les étudiants bangladais avaient commencé à manifester contre la restauration de la loi des quotas, une loi qui devait réserver 30% des emplois dans la fonction publique aux héros de la guerre d'indépendance de 1971, c'est-à-dire au soutien du parti au pouvoir, la Ligue Awami. Ça a tout de suite été une mobilisation importante dans un pays où il y a quand même 40% des 15-24 ans qui n'ont ni travail, ni formation, ni études. Face à la contestation de cette loi, la première ministre Sheikh Hasina et son gouvernement, ils n'ont pas hésité très longtemps à réprouver dans le sang les étudiants mobilisés, que ce soit grâce à la police, à l'armée ou encore grâce à des milices gouvernementales. Mais la répression, comme souvent, elle a au contraire fait gagner en ampleur la mobilisation et de nombreux parents d'élèves, des opposants à la première ministre, se sont mis à rejoindre les manifestations. Dimanche 21 juillet, en espérant sans doute calmer un peu le jeu, la haute cour du Bangladesh a obligé le gouvernement à réduire de 30% à 5% le quota de postes réservés aux vétérans, tout en demandant aux étudiants de retourner en classe. Alors s'il y a effectivement une partie des porte-paroles de l'organisation étudiante Students Against Discrimination, c'est pas facile à dire, qui appelle petit à petit à mettre fin à la mobilisation, fin juillet, le mouvement il dépasse déjà cette question des quotas, il remet directement en question le pouvoir de Sheikh Hasina et revendique la tenue d'élections libres et la libération des prisonniers politiques. Bon, jusque-là, même si les travailleurs ne se sont pas encore mis en grève, ça crée quand même une petite désorganisation de la production parce que le gouvernement instaure des couvre-feux, des coupures d'internet et ça en inquiète déjà certains. Parce que le Bangladesh, je rappelle, c'est aussi toute l'industrie textile dont dépendent les Zara, Camailleux, H&M, Sport.
Donc il y a des donneurs d'ordre qui ont bien envie que leur business puisse tourner à plein régime. Ça inquiète tellement que le gouvernement annonce le dimanche 4 août 3 jours de vacances générales de la fonction publique, suivis très rapidement par les banques et les usines. Mais ce même dimanche 4 août, c'est aussi la journée la plus meurtrière jusqu'alors pour le mouvement étudiant, et Students Against Discriminations appelle désormais à une marche vers Dhaka, la capitale, et se donne pour perspective de renverser le gouvernement. Certains secteurs du monde du travail appellent maintenant à rejoindre la mobilisation, comme les ouvriers du textile, du district de Gazipour. Tandis que quelques ministres et industriels sont déjà en train de fuir le pays, la colère, elle finit par exploser et à emporter le régime. Lundi 5 août, des centaines de milliers de manifestants envahissent le palais présidentiel. Devant le succès de la mobilisation, l'armée, c'est-à-dire celle qui venait de massacrer les étudiants, elle prend le pouvoir et elle installe au gouvernement Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix, mais aussi pionnier du microcrédit. Il y a un gouvernement intérimaire qui prend place et qui prétend mener la transition démocratique dans la loi et l'ordre, je cite. En réalité, les classes dirigeantes prennent surtout le pari d'une sortie de crise par le haut pour s'assurer la continuité de la domination bourgeoise et ramener de l'ordre dans la production, rétablir les profits. Les usines, par exemple, elles peinent à reprendre leurs exportations, non seulement à cause du retard accumulé, mais aussi d'actes de banditisme et de vandalisme qui apparaissent en ce moment un peu de crise. Le gouvernement Younous promet de renflouer ces usines, les entreprises, tandis que la population accumule les difficultés économiques avec l'inflation d'autant plus galopante depuis un mois qu'elle est limitée dans ses retraits en liquide au prétexte d'un assainissement du système bancaire qui avait révélé l'ampleur de la corruption et la disparition de milliards dans des opérations douteuses. En bref, tout est fait pour faire payer les pots cassés à la population plutôt qu'aux industriels et aux banquiers. Mais pendant ce temps, alors que la plupart des forces de l'ordre, après quelques jours de grève, craignent encore de sortir par peur des représailles, il y a tout un tas de comités étudiants qui se mettent à prendre davantage en charge les tâches du quotidien et à remplir le vide laissé à leur manière. C'est-à-dire que les étudiants ils se mettent à gérer le trafic routier, ils se mettent à essayer de prévenir et d'arrêter les actes de vandalisme, à protéger la minorité hindoue des violences commises contre elle, à nettoyer, à rénover les rues et les lieux publics ou encore à inspecter les hôpitaux. Beaucoup d'étudiants commencent alors à appeler à la généralisation de comités révolutionnaires étudiants-population dans chaque quartier, dans chaque ville et dans chaque district, et que ce soit ces comités-là qui contrôlent les prix dans les marchés, qui distribuent les amendes ou encore qui empêchent les vols. Soit en fait des comités rassemblant étudiants et travailleurs qui prennent en charge un bon nombre de tâches plus ou moins politiques. Pour nous, communistes révolutionnaires, le développement de tels comités qui pourrait être l'embryon d'un contre-pouvoir, c'est évidemment la première des nécessités dans ce contexte-là. Parce que la perspective de cette révolte de dernière nouvelle est au-delà des questions démocratiques, de renouvellement des institutions, du personnel politique, etc., restait encore un peu confuse. Je pense par exemple aux appels à faire condamner Cheikh Hasina pour meurtre par les tribunaux, en montant des dizaines de dossiers contre elle, ou encore aux rondes organisées pour débusquer les anciens militants de la Ligue Awami, donc l'ancien parti du pouvoir, et à la chasse de toutes les personnes proches de l'ancien pouvoir dans les institutions. Est-ce que ça servirait à grand-chose, par exemple, de remplacer tout ce personnel politique et institutionnel, qu'il s'agisse du Premier ministre ou du directeur de la Banque du Bangladesh, par d'autres qui seraient tout autant aux ordres du patronat et du Fonds monétaire international? À notre avis, pas vraiment. Alors c'est quoi l'avenir de ces comités étudiants-travailleurs? C'est vrai que les travailleurs, ils ont commencé à prendre un peu leur part dans la mobilisation au moment des manifestations qui ont renversé Cheikh Hasina. Puis plus tard, on a aussi des travailleurs du secteur bancaire qui se sont mis à manifester contre les pratiques douteuses de leurs enseignes, et également des ouvriers du textile pour le paiement de leur salaire de juillet. Mais leur participation, elle est restée, somme toute, assez limitée, et pas aussi massive et organisée que celle des étudiants. Quant aux leaders de Students Against Discriminations, s'ils ne cherchent certes aucun compromis avec la Ligue Awami et ne font pas totalement confiance à l'ensemble du nouveau gouvernement, ils ont pour
pour certains, accepter d'y participer et donc de leur donner une certaine légitimité. Bref, ce que j'essaye de laisser apparaître, c'est que d'une part, on voit là encore qu'une mobilisation aussi spectaculaire de la jeunesse, elle peut produire pas mal de choses. D'abord, elle peut entraîner toute une partie de la population avec elle pour renverser un régime, c'est quand même pas rien. Elle est capable de déjà déstabiliser en partie la production parce qu'elle oblige à pouvoir elle oblige le pouvoir à prendre un certain nombre de mesures. Et ça ouvre un certain nombre de discussions sur la volonté de faire payer les déstabilisations aux travailleurs plutôt qu'aux patrons. Certains se mettent à faire grève, à amener des mots d'ordre sur un terrain de classe. Et finalement, certains étudiants qui ont vu sans doute au fur et à mesure de la lutte leur conscience grandir, commencent à prendre en charge la vie quotidienne et se fixent pour objectif d'y adjoindre également des travailleurs, sans qu'on sache s'ils le posent vraiment tous dans ces termes-là. Mais là encore, en l'absence d'un parti révolutionnaire en mesure d'influencer l'ensemble des travailleurs, le risque c'est que ceux-là ne prennent pas assez leur part et que le mouvement étudiant reste là aussi le centre de gravité de la mobilisation et qu'il ne soit ainsi pas en capacité de remettre en cause, plus encore que le régime politique, l'exploitation tout entière, l'État bourgeois, les racines du système capitaliste, de prendre le contrôle des outils de production, etc. C'est le risque du statu quo à la faveur d'illusions de transition démocratique par le haut, qui risquerait à terme de menacer ces mêmes aspirations démocratiques d'une jeunesse qui a toutes les raisons de se révolter, qui a la fraîcheur d'esprit pour le faire et pour ne plus croire dans l'ancien monde, mais pas les moyens de se doter d'une perspective propre. Pour conclure, parce que ça commence, on arrive à la fin de ce topo, pour revenir un peu aux questions que posait déjà Coppelia en introduction, qu'est-ce qu'on cherche à faire, nous, communistes révolutionnaires, quand on milite en direction de la jeunesse scolarisée? Notre premier objectif, c'est de profiter du fait qu'elle soit une couche sociale un peu en transition, de son potentiel de révolte, du temps et de l'espace dont elle dispose pour apprendre, découvrir, réfléchir, se former afin d'y gagner des militants révolutionnaires et de les former peu importe leur milieu social d'origine. C'est comme ça qu'on peut amener par exemple des enfants bourgeois ou petits bourgeois à lier leur sort à la classe ouvrière avant qu'ils aient le temps de quitter les études et par les idées de les convaincre en fait de la nécessité de se lier à cette classe ouvrière et les empêcher de finir démoralisés ou même cooptés, complètement conservateurs ou autres. Certains pourront faire le choix de devenir des travailleurs militants qui organiseront leurs collègues, d'autres encore continueront dans des professions intellectuelles plus confortables et mettront à profit le temps et l'énergie qui leur restera à disposition pour organiser les différentes tâches du parti. Et le rôle du parti, mais là encore on pourra en discuter aussi, parce qu'il se fixe comme premier objectif de s'implanter dans la classe ouvrière, il est pensé pour fonctionner au-delà du secteur de la jeunesse scolarisée et qui permet le contact entre tous ces militants, jeunes et moins jeunes, étudiants et travailleurs. Son rôle, c'est aussi, je crois, de permettre à ces jeunes qui arrivent d'avoir des perspectives après les études. Ça leur permet d'être préparés à l'avenir de leur vie militante, mais pas que, d'être préparés à leur embauche et aux problématiques très concrètes qui se poseront à eux en tant que travailleurs et militants, de ne pas voir le militantisme comme juste quelque chose qui les aurait empêchés de penser à leur avenir, et ça leur permet d'avoir le retour de militants plus anciens, plus expérimentés, qui leur transmettent leurs expériences de vie, tout simplement de vie militante, etc. Et en plus de ça, dans les périodes de mobilisation, et c'est ce qu'ont toujours défendu les différents courants qui constituent notre organisation, on a pour ambition de se donner les moyens, quand on peut, de participer, de postuler à la direction des mouvements de jeunesse, de leur donner autant que possible nos perspectives, afin qu'ils ne restent pas cantonnés à des problèmes d'étudiants, par exemple. On se met en capacité, en participant au cadre de notre direction du mouvement, ou sinon en participant à les créer, de s'adresser, pas comme on pourrait le faire, hors période de mobilisation avec quelques-uns, mais bien au plus grand nombre. Et pour ça, l'utilité d'une organisation implantée dans la classe ouvrière, c'est d'avoir un œil justement sur ce qui se passe concrètement dans le monde du travail, et c'est ce qui peut nous démarquer d'autres militants qui postuleraient à la direction de ces mobilisations, et attirer à nous et à la lutte de classe
ceux qui ont vraiment envie de changer cette société. Et je laisserai Coppelia conclure. Ouais, très rapidement, dernière petite conclusion pour compléter ce que disait Pomme sur la question de la nécessité de construire un parti et y compris pour continuer tout à l'heure ce que j'évoquais sur le syndicalisme qui répond, faut le rappeler, qui répond à un certain niveau de conscience mais qui ne permet pas en fait d'en finir avec le capitalisme et qui ne se pose même pas le problème d'ailleurs. Et c'est pour ça que notre priorité, notre seule issue, c'est la construction d'un parti d'avant-garde. La définition qu'on pourrait donner d'ailleurs d'un parti d'avant-garde, d'un parti de cadre, c'est en fait un groupe de personnes qui incarnent de manière permanente un haut niveau de combativité, d'activité et de conscience de classe, qui sont capables d'analyser la situation, d'élaborer aussi une politique et la rendre audible aux masses, et entraîner les gens en fait, à mener cette politique, et aussi de prendre bien sûr des initiatives à la hauteur des enjeux de la situation. C'est un groupe de gens qui continuent aussi de militer et de lutter, même quand périodiquement les masses cessent totalement de lutter, quoi, et donc ils continuent en fait à développer en fait, leur niveau de conscience politique et à élaborer des politiques et des théories en tentant constamment d'intervenir dans la société. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le lien entre la théorie et la pratique. Et sur le rôle de l'organisation d'avant-garde, on pourrait dire trois trucs. Bien évidemment, il y a bien plus que ça, mais après chaque mouvement, quand il y a un revirement ou un reflux de l'activité des masses en déclin, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, le niveau de conscience de cette activité, il chute terriblement. D'ailleurs, c'était ce que Paul disait sur l'exemple de mai 68. La première fonction d'une organisation d'avant-garde révolutionnaire doit être de maintenir et d'entretenir la continuité de la lutte du point de vue théorique, programmatique, des acquis politiques et organisationnels que la lutte elle a aussi permis de gagner. Et donc, par conséquent, l'organisation, ça sert aussi un peu de mémoire permanente en fait, de la classe et du mouvement ouvrier pour former la nouvelle génération et pour pas qu'elle recommence à zéro perpétuellement et pour qu'on puisse tirer en fait, les leçons des expériences accumulées. Donc le parti va formuler un programme et justement le programme socialiste, c'est rien d'autre que ça, que la somme en fait, des leçons tirées de toutes les expériences de la lutte des classes, des révolutions, des contre-révolutions des 150 dernières années. Quoi. Le deuxième truc, le rôle du parti d'avant-garde, c'est la fonction organisationnelle et donc très politique de la centralisation. La centralisation, c'est une question qu'il ne faut pas prendre comme un truc administratif ou structurel, c'est comme ça qu'on s'organise parce que c'est plus pratique, c'est une question qui est très politique. C'est la centralisation d'expériences, des connaissances, des conclusions tirées de la combativité réelle. S'il n'y a pas une centralisation d'expérience, en fait, le danger, c'est que pardon, je me suis perdue. Voilà, le danger, c'est en fait de tomber dans la sectorialisation. Vous voyez, qui permet en fait à personne de tirer des conclusions adéquates pour agir, quoi. Si tu as des militantes femmes, par exemple, qui s'engagent que dans la lutte féministe, si des militants jeunes qui s'engagent que dans la lutte des jeunes, si des ouvriers s'engagent que dans les luttes qui concernent leur secteur et tout, et si chacun d'entre eux fonctionne séparément les uns des autres, en fait, le problème, c'est qu'ils vont agir sur la seule base limitée et fragmentée de leur propre expérience et ils ne peuvent pas tirer des conclusions correctes, du coup, évidemment, et donc ça engendre une conscience qui est partielle, parce qu'ils ne voient que, en gros, une partie du paysage. Donc déjà, centralisme, ça permet en fait de mutualiser tout ça, y compris entre la jeunesse et le monde du travail, c'est ce que disait Pomme, parce que ce qui te permet aussi, en tant que jeune, de faire les plus grands bonds dans ton niveau de conscience. En tant que jeune, on le disait, c'est la lutte, la grève, les mobilisations, mais c'est en fait le contact avec la classe ouvrière, quoi. Et une autre fonction, ça, comme l'a dit, c'est l'implantation de la dans la classe ouvrière. Donc, conclusion sur tout ça, en fait, au vu de toutes les spécificités de la jeunesse qu'on a développées là pendant l'intro, l'organisation qu'on construit doit être capable de capter justement ces spécificités de la jeunesse, ses propres rythmes de mobilisation, de politisation, sa spontanéité aussi à la révolte, etc. Et donc c'est dans ce sens-là que nous, on construit à la fois une organisation révolutionnaire, mais qu'on construit aussi un secteur jeune au sein de notre parti, qui est le NPA Jeune Révolutionnaire, pour mener une activité propre en direction de la jeunesse, pour convaincre les jeunes de la révolution et d'une stratégie bien sûr pour renverser cette société, en s'appuyant sur le sentiment de révolte de la jeunesse
Et donc pour centraliser, pour articuler l'intervention de nos courants politiques dans la jeunesse, en fait on a besoin de cadres de discussion qui soient propres à la jeunesse. C'est ce qu'on a avec le BSJ, le SNJ, la commission de formation, etc. pour discuter, élaborer et prendre aussi des décisions au niveau local, régional, national, mais parce que ça permet aussi à la jeunesse de l'organisation de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, y compris parce qu'on est les mieux à même aussi de connaître nos priorités d'intervention et les outils dont on a besoin pour mettre en pratique l'orientation décidée par le parti. Et ce type de structuration, ça permet aussi aux jeunes de en fait, se former en faisant nos propres expériences un peu de A à Z, quoi. Et donc le fait de s'entraîner à décider, élaborer par nous-mêmes, c'est une formation qui est extrêmement importante parce qu'en fait, tu fais tes propres erreurs et donc c'est en les faisant que tu les reproduiras pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un truc qui est une extrême richesse en fait, d'avoir la construction aussi d'un secteur jeune en propre avec un peu ces spécificités-là. Voilà, mais bien sûr, le NPHL, c'est pas un organe qui est indépendant du parti. En fait, ce qu'il s'agit, c'est de décliner la politique du parti en direction de la jeunesse dans son ensemble, donc les facs, les lycées, les jeunes travailleurs, etc. Et donc, pour vraiment finir, bien évidemment, personne n'est capable d'élaborer tout seul, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un parti, d'une organisation nationale, mais aussi internationale, étant donné la nature mondiale de ces expériences et la politique internationaliste aussi du capitalisme. Il n'y a que si on rassemble l'expérience de lutte concrète conduite par les masses dans le monde qu'on aura une vue générale sur la réalité du monde, justement, et c'est pour ça qu'on construit aussi des liens internationaux avec des organisations révolutionnaires dans le monde, y compris qu'on discute avec des jeunes, des organisations jeunes révolutionnaires avec des jeunes organisations révolutionnaires dans le monde. Ça, c'est une tâche qui est essentielle, et c'est d'ailleurs en ce sens-là que les camarades d'ISAR de l'État espagnol, de Spicaatna des États-Unis, de RSO en Allemagne, avec qui on entretient des liens privilégiés. C'est dans ce sens-là qu'ils sont venus à Souef, qui tiennent des ateliers. Et il y a aussi bien sûr les camarades du GKS, donc du nord du Pays Basque, qui ont répondu à notre invitation en participant à ce WEF, en venant discuter avec nous. Et nous, on a répondu favorablement aussi à leur invitation de participer à leur camp au Pays Basque là dans quelques jours. Ils nous ont invités. Mais donc voilà, renforcer aussi les liens internationaux. D'ailleurs, ce WEF a un caractère très intéressant, y compris